une lumière dans l'ombre. Dans mon jeune âge, une personne précieuse m'a enseigné une leçon que je garde profondément en moi, ne jamais perdre espoir. Même lorsque la vie semblait sombre et désespérée, elle m'assurait que le soleil finirait toujours par briller à nouveau. Je me souviens encore de cette nuit froide où, après une journée particulièrement difficile, elle m'a pris la main et m'a murmuré que chaque tempête finit par passer. Aujourd'hui, alors que je repense à ces moments où tout semblait perdu, je réalise à quel point ces paroles ont éclairé mon chemin. Son soutien m'a porté dans les périodes les plus difficiles et je n'oublierai jamais la bonté qu'elle a semée dans ma vie. C'est pourquoi j'ai envie de partager mon histoire, pour que vous puissiez, à votre tour, découvrir la générosité de cette âme. Car dans un monde où l'on parle souvent des maux qui nous entourent, il est essentiel de se rappeler que des gestes de bonté et d'amour peuvent véritablement transformer nos vies. Je m'appelle Astrid, et ma vie a basculé à l'âge de 11 ans, lorsque mon père est décédé, laissant ma mère et moi seuls face à l'incertitude. Ma mère, orpheline, n'avait personne vers qui se tourner, et lorsque la maladie l'a frappée de plein fouet, elle ne pouvait plus travailler. Sans ressources, nous avons été contraintes de quitter notre logement pour nous réfugier chez la grande sœur de mon père. Cette tante, malgré ses propres difficultés, nous a accueillis avec bienveillance. Elle nous a offert un abri modeste, une remise qu'elle et son mari avaient transformée en un petit studio. À l'intérieur, il n'y avait que l'essentiel, une petite table, un réchaud à gaz et un simple matelas. Nous n'avions, pour tout bagage, que quelques vieux vêtements usés. Le manque était partout autour de nous, et chaque jour, nous ressentions la précarité de notre situation. Au début, ma mère devait l'aider pour le ménage, en échange de l'hébergement, et devait trouver de quoi nous nourrir par elle-même. Mais sa santé ne s'est pas améliorée, et elle était toujours incapable de retravailler. Nous étions tellement pauvres que nous dépendions entièrement de cette tante, qui de temps en temps nous offrait un peu de nourriture. La tante m'a inscrite à l'école du quartier, me donnant un vieux cartable et des affaires d'école usées ayant appartenu à ses filles. Je me sentais si misérable. Chaque jour, j'allais à l'école avec une boule au ventre, sachant que les autres enfants m'ignoraient ou se moquaient de moi. Quand ma mère se sentait un peu mieux, elle venait parfois me chercher à l'école, et nous marchions ensemble les 10 minutes qui nous séparaient de notre petite remise. Quand il faisait chaud, je voyais les autres enfants sortir de l'épicerie avec des glaces ou des boissons fraîches à la main. L'envie me consumait, j'en avais l'eau à la bouche, mais je ne pouvais que les observer, le cœur lourd. Voyant ma tristesse, ma mère me disait doucement « Astrid, je sais que tu aimerais aussi en manger, mais nous n'avons pas d'argent. Bois cette bouteille d'eau et ne les regarde pas, ainsi tu n'auras plus envie. » Je faisais de mon mieux pour suivre ses conseils, mais l'envie de goûter à ces délices me hantait toujours, un désir simple mais si douloureusement inaccessible. Dans mon temps libre, je jouais parfois avec les enfants de la tante. Petit à petit, je me suis habituée à leur présence et ils sont devenus comme une sorte de refuge dans cette vie difficile. Pourtant, après 1 an de cette existence misérable, l'état de ma mère s'était considérablement aggravé et elle passait désormais ses journées alitée. L'oncle, de son côté, avait eu un accident et ne pouvait plus travailler, ce qui a encore fragilisé leur situation financière. Ils ne pouvaient plus se permettre de nous nourrir. Face à cela, ma tante, toujours pleine de ressources, m'a proposé de l'accompagner le week-end pour récolter des légumes. C'était un travail au noir qu'elle faisait en plus de son emploi habituel. C'est ainsi que du haut de mes 12 ans, j'ai commencé à l'aider dans les champs chaque week-end. Lorsque la tante était payée, elle me donnait une petite part de ce qu'elle recevait et je ramenais des légumes pour que nous ayons de quoi manger. Avec ma mère malade, j'avais dû apprendre à cuisiner de simples plats. Je préparais souvent de la soupe avec les légumes que je rapportais du travail. Un soir, alors que nous dégustions l'une de ces soupes, j'ai vu ma mère commencer à pleurer silencieusement. Inquiète, je lui ai demandé « Maman, pourquoi tu pleures? Nous avons à manger maintenant. Tu devrais être contente. Arrête de pleurer, maman. » Elle a essuyé ses larmes, et la voix tremblante, elle m'a répondu
Ma petite Astrid, je pleure parce que tu n'es qu'une enfant, et pourtant tu es déjà obligée de travailler pour que nous ayons de quoi vivre. Pourquoi la vie est-elle si cruelle avec nous? Je t'aime tellement, et ça me brise le cœur de te voir te battre ainsi, alors que c'est moi qui devrais prendre soin de toi. » À ces mots, mon cœur s'est serré, mais je lui ai répondu avec tout le courage que je pouvais rassembler. « Maman, ne t'inquiète pas. Tant que je peux travailler et qu'on m'en donne la chance, tout ira bien. Si je ne travaillais pas, notre situation serait encore plus difficile. » Cette nuit-là, ma mère a pleuré longuement, et moi, je suis restée là, impuissante, souhaitant pouvoir alléger ses souffrances d'une manière ou d'une autre. Avec l'été qui a approché, la fête foraine aussi s'est installée en ville. Je n'ai pas pu résister à l'envie de suivre les enfants de ma tante pour profiter, moi aussi, de ce moment de joie. Mais sans un sou en poche, je ne pouvais que les regarder s'amuser, rire sur les manèges et savourer des friandises que je ne pouvais même pas goûter. Chaque éclat de rire me rappelait ce que je n'avais pas, et cela pesait lourdement sur mon cœur. De retour à la maison, ma mère a immédiatement vu la tristesse sur mon visage. Elle m'a alors regardée avec douceur et m'a dit « Astrid, ma chérie, tu devrais arrêter de suivre les autres. À force de voir des choses que tu ne peux pas avoir, cela te rendra encore plus malheureuse. » Elle a pris une pause, sa voix chargée de fatigue et d'inquiétude. « Ma maladie ne me lâche pas, et je ne sais pas combien de temps il me reste avec toi. C'est pour ça que je veux que tu deviennes plus responsable et que tu gardes ce conseil. Ne te laisse pas entraîner dans des conflits. Même si on te provoque ou t'insulte, ne réponds pas, Astrid. Parfois, il vaut mieux s'incliner face aux autres pour éviter des problèmes. » En l'entendant, une boule d'émotion s'est formée dans ma gorge. Sa fragilité, son inquiétude pour mon avenir, tout me bouleversait. Je voyais bien qu'elle s'efforçait de me protéger. Au fil des jours, je continuais à me promener avec les filles de ma tante et leurs amis. Un après-midi, alors que nous étions sortis ensemble, le groupe s'est arrêté devant un petit stand de boissons pour acheter des rafraîchissements. L'une des filles m'a lancé avec un sourire presque moqueur. « Astrid, comme tu n'as pas d'argent, j'espère que ça ne te vexera pas si on se prend des granités sans toi. » Ce genre de remarque, je l'avais déjà entendu des dizaines de fois, mais nous étions tous des enfants, et je savais qu'elles n'avaient pas beaucoup d'argent non plus, qu'elles avaient aussi des envies. Alors, comme toujours, j'ai souri timidement et répondu que effectivement je n'avais pas d'argent et que je les attendrais à l'écart. Ce jour-là, une nouvelle fille faisait partie du groupe, Vera. Elle venait d'arriver en ville et s'était rapidement liée d'amitié avec les filles de la tante. Au vu de ses vêtements élégants et soignés, il était clair qu'elle n'avait pas à se soucier de l'argent, contrairement à nous. Alors que tout le monde faisait la queue, Vera s'est soudain retournée et m'a demandé d'une voix douce « Astrid, est-ce que tu aimes la grenadine ?» Surprise et un peu gênée, j'ai bafouillé que je n'aimais pas ça pour éviter l'embarras. Elle m'a regardée avec curiosité et a insisté. « T'es sûre? Par ce temps, rien n'est plus rafraîchissant qu'une boisson bien fraîche à la grenadine, tu sais. » Je n'ai rien su répondre. Mes pouces tournaient nerveusement, mes joues brûlaient de gêne, et je restais là, immobile, incapable de croiser son regard. Elle est finalement allée faire la queue avec les autres. Quelques minutes plus tard, elles sont toutes revenues avec leur granité en main. Mais à ma grande surprise, Vera tenait 2 gobelets. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu l'un d'eux. « Tiens, Astrid, c'est pour toi. » C'était la première fois que quelqu'un m'offrait quelque chose. Une partie de moi voulait refuser, pensant à ce que ma mère me disait toujours. « Ne m'en dis jamais, Astrid. » Mais en voyant cette boisson glacée que je rêvais de goûter depuis longtemps, je n'ai pas pu résister. Mes mains tremblantes l'ont accepté presque instinctivement. Lorsque j'ai pris ma première gorgée, c'était comme si un rêve se réalisait. Le goût sucré, frais, explosait dans ma bouche, et sans que je puisse le retenir, des larmes ont commencé à couler sur mes joues. C'était bien plus qu'une simple boisson pour moi. C'était un moment de bonheur pur, un geste de gentillesse que je n'avais jamais connu. Vera, voyant mes larmes, m'a dit avec une douceur incroyable. «
Astrid, si tu veux manger ou boire autre chose, dis-le-moi, et ne sois surtout pas gênée. » Ces paroles, remplies de générosité, ont réchauffé mon cœur d'une manière que je n'oublierai jamais. À partir de ce jour, Vera est devenue une présence constante dans ma vie. Elle venait souvent me chercher pour faire des balades, toujours avec une douceur et une gentillesse infinie. Elle achetait des friandises et insistait pour les partager avec moi. Peu à peu, Vera est devenue bien plus qu'une simple connaissance. Elle était ma seule vraie amie, celle qui ne voyait pas ma pauvreté, mais seulement moi. L'été terminé, nous avons repris le chemin de l'école, toujours inséparables. Mais à l'approche de l'hiver, les champs ne produisaient plus de légumes, ce qui signifiait que je ne pouvais plus travailler avec ma tante. Cela m'a privé non seulement des légumes que je rapportais chaque semaine, mais aussi de peu d'argent que je gagnais pour aider ma mère. Les jours devenaient plus froids, et avec l'hiver qui approchait, nous savions que cette période serait encore plus dure pour nous. Nous devions tenir jusqu'au mois de mai, quand je pourrais reprendre le travail au champ. Vera, toujours attentive, continuait de venir me rendre visite après l'école. Elle voyait bien, malgré nos efforts pour le cacher, combien notre situation devenait désespérée. Parfois, nous n'avions rien d'autre à manger que quelques bouts de pain que la tante nous donnait. Chaque week-end, lors de sa visite, Vera me demandait si nous avions déjà mangé. Alors je mentais, disant que oui, mais elle voyait bien les morceaux de pain sec qui traînaient sur la table. Alors, elle me proposait de sortir, et sur le chemin, elle m'achetait des croissants, des brioches. Puis, peu à peu, elle commença à nous apporter des conserves. Ma mère, les yeux brillants de larmes, a fini par lui dire « Vera, tu n'es qu'une enfant, tu ne devrais pas dépenser ton argent pour nous. Si tes parents l'apprenaient, ils risqueraient de se fâcher. » Mais avec un sourire tendre, Vera lui répondit « Ne vous inquiétez pas, j'utilise juste mon argent de poche, celui que j'économise. Je ne demande rien à mes parents. Si je fais tout ça, c'est parce que j'apprécie énormément Astrid. Et puis, vous voir vivre dans de telles conditions, c'est quelque chose que je ne supporte pas. » Les larmes aux yeux, ma mère lui a répondu d'une voix émue. « Tu es vraiment une petite fille au grand cœur. À seulement 13 ans, tu fais preuve d'une bienveillance que bien des adultes n'ont jamais eue envers nous. Tous ces gens autour de nous qui savent comment nous vivons n'ont jamais rien fait pour nous aider. Et toi, tu n'hésites pas à tendre la main. Grâce à toi, ma petite Astrid a retrouvé le sourire. Je te remercie de tout cœur et prie pour que ta vie soit remplie de bonheur. » Par la suite, Vera m'a offert un ancien manteau à elle pour affronter les jours de froid glacial. Puis, pour Noël, elle a demandé à sa mère de lui acheter 2 robes, et elle est venue m'en offrir une. J'étais tellement émue que les larmes ont envahi mes yeux. Ce geste, si simple pour elle, avait une valeur inestimable pour moi. Vera n'était pas seulement une amie généreuse, elle était aussi mon réconfort. Je partageais avec elle toutes mes peines, et elle me répétait toujours de ne pas perdre espoir. « Astrid, même si aujourd'hui il fait sombre, demain le soleil brillera à nouveau. Ne perds surtout pas espoir, » me disait-elle, avec une conviction qui me réchauffait le cœur. Grâce à la bonté de Vera, ma mère et moi avons survécu jusqu'à l'arrivée du printemps, moment où j'ai pu reprendre le travail dans les champs avec ma tante. Puis un jour, contre toute attente, nous avons reçu une lettre d'un cousin de ma mère que nous pensions avoir perdu de vue depuis longtemps. Il avait retrouvé sa trace et, apprenant la gravité de sa maladie, voulait nous aider. Ma mère m'a raconté que ses parents avaient autrefois aidé ce cousin et il voulait aujourd'hui leur rendre la pareille. Il avait envoyé de l'argent pour que ma mère puisse se faire soigner et au téléphone, il l'encourageait sans cesse. « Tu dois te battre pour guérir, pour Astrid. Sans toi, elle sera orpheline. » Portée par ces mots et cette aide inattendue, ma mère a trouvé en elle la force de se battre. Grâce au soutien financier de ce cousin, elle a consulté des médecins et après quelques mois de traitement, elle a miraculeusement guéri. Ce cousin est ensuite venu nous chercher pour que nous vivions auprès de lui. Il nous avait trouvé un logement et un travail pour ma mère, nous offrant ainsi un nouveau départ.
Le jour de notre départ, Vera est venue me dire au revoir. C'était une séparation déchirante. Nous nous sommes prises dans les bras, les larmes coulant sur nos joues, incapables de prononcer un mot. Avec le cœur lourd, nous nous sommes promis de nous écrire, sachant que même à distance, notre amitié resterait à jamais gravée dans nos cœurs. Après notre installation chez le cousin, ma mère a commencé à travailler, et peu à peu, nous avons retrouvé une vie presque normale. Même si notre existence restait modeste, la faim ne nous tenaillait plus comme avant. Chaque jour, je ressentais une paix nouvelle, une stabilité que je n'avais pas connue depuis des années. Pendant 1 an, j'ai continué à correspondre avec Vera, lui racontant comment notre vie s'améliorait et comment elle avait raison. Le soleil brillait à nouveau dans ma vie. Ces lettres étaient mon réconfort, le lien précieux avec une amie qui avait été là dans mes moments les plus sombres. Mais un jour, à ma grande tristesse, mes lettres me sont revenues sans réponse. Inquiète, j'ai appris par les filles de ma tante que la famille de Vera avait déménagé. Peu après, nous avons également déménagé dans un autre logement, et la vie a poursuivi son cours. Mais avec ce déménagement, Vera et moi avons perdu contact. L'ami qui avait illuminé mes jours de misère s'était éloigné, et malgré la tristesse de cette perte, je gardais en moi le souvenir précieux de son amitié qui m'avait aidé à tenir bon lorsque tout semblait perdu. Au fil des années, la vie a suivi son cours. J'ai terminé mes études, puis rencontré celui qui allait devenir l'amour de ma vie. Nous nous sommes ensuite mariés et j'ai fondé ma propre famille, entourée d'amour et de stabilité, des choses qui autrefois me semblaient si lointaines. Ma mère, qui n'avait jamais refait sa vie, vieillissait doucement. Son état de santé fragile m'a poussé à prendre une décision évidente. Elle est venue vivre avec nous, où je pouvais veiller sur elle au quotidien, comme elle avait fait pour moi autrefois. Les années se sont écoulées si vite, plus de 20 ans s'étaient déjà passés depuis cette époque, depuis ma séparation avec Vera. Parfois, dans un coin de ma mémoire, je me surprenais à penser à elle, à cette amie si précieuse qui avait été comme une sœur pour moi. Mais la vie, avec ses tours et ses détours, nous avait éloignés, et je me demandais souvent où elle pouvait être, et si elle pensait encore à moi, comme je le faisais pour elle. Un jour, la tante, qui nous avait autrefois permis de vivre dans sa remise, est passée dans notre ville et a décidé de nous rendre visite. Alors que nous discutions, sans vraiment savoir pourquoi, je me suis sentie poussée à lui demander si elle avait des nouvelles de Vera. À ma grande surprise, elle m'a raconté qu'une de ses filles l'avait récemment croisée. Vera avait perdu son mari et vivait seule avec ses 2 enfants, à seulement 2 heures de route de chez moi. J'étais sous le choc. Vera, que je croyais perdue, vivait si près de chez moi tout ce temps. Grâce à la fille de la tante, j'ai pu obtenir le numéro de Vera. Mon cœur battait la chamade, tandis que je composais le numéro, rempli d'excitation et d'émotion. Lorsque la voix de Vera a résonné à l'autre bout du fil, les mots ont jailli de ma bouche. « C'est moi, Astrid, ton amie d'autrefois. » Un silence s'est installé, avant que je ne l'entende éclater en sanglots de joie. « C'est vraiment toi, Astrid? Je suis tellement heureuse. Je me suis toujours demandé ce que tu étais devenue. Comment vas-tu? Et ta mère? Est-elle encore vivante? » Avec des larmes dans la voix, je lui ai répondu que ma mère vivait toujours avec moi et qu'elle était en bonne santé. Ce soir-là, nous étions submergés par l'émotion, incapables de contenir notre bonheur de nous retrouver après tant d'années. Nous avons longuement parlé, comme si le temps n'avait pas effacé notre lien. J'ai alors pris la décision de la revoir, et nous avons convenu que je lui rendrais visite dès le week-end suivant. L'idée de revoir Vera, après tout ce temps, me remplissait de bonheur. Le jour tant attendu, où je suis allée rendre visite à Vera, l'émotion était palpable. Dès que nos regards se sont croisés, nous nous sommes jetés dans les bras l'une de l'autre, comme si le temps n'avait jamais passé. Nos visages portaient les marques des années, mais nos cœurs, eux, étaient toujours ceux de 2 petites filles se retrouvant après une longue séparation. Ce jour-là, nous avons partagé nos vies, nos rires et nos larmes, replongeant dans les souvenirs d'autrefois. C'était merveilleux de la revoir ainsi, de renouer ce lien si précieux.
Vera avait réussi sa vie comme je l'avais toujours imaginé. Une belle maison, 2 enfants adorables et brillants. Mais la vie l'avait frappée durement lorsque son mari est décédé il y a 2 ans dans un accident de voiture. Depuis cette visite, je passais souvent voir Vera, mais un jour, lorsque j'ai appelé, c'est sa fille qui a répondu au téléphone. Inquiète, je lui ai demandé ce qui se passait, mais c'est avec le cœur lourd que j'ai appris que Vera était hospitalisée. Sans attendre, je me suis précipitée à son chevet. En entrant dans la chambre, je l'ai vue, allongée, épuisée, mais toujours avec cette lumière dans les yeux qui m'avait tant réconfortée autrefois. Je me suis approchée d'elle, le cœur serré, et lui demandé doucement: « Vera, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle m'a regardé, les yeux embués de larmes, et m'a murmuré d'une voix tremblante: « Astrid, je ne voulais pas t'inquiéter, mais maintenant que tu es là, il faut que je te dise. Mes reins ne fonctionnent plus. Cela fait 6 mois que je fais des allers-retours à l'hôpital. Seule une greffe pourrait me sauver, mais j'attends toujours un donneur. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. » Ces mots ont résonné en moi comme un coup de poignard. Les larmes me montaient aux yeux, et la voix tremblante, je lui ai demandé pleine de désespoir: « Et ta famille? Personne ne peut t'aider, te donner un rein ?» Elle a baissé les yeux, secouant doucement la tête, le visage empreint de tristesse. « Tu sais, Astrid, donner un rein, c'est un choix difficile. Ma famille a peur, ils craignent pour leur propre santé, et je les comprends. Je ne peux pas leur en vouloir. » Elle m'a regardée avec une douceur infinie, et dans un murmure, elle a ajouté: « Ne t'inquiète pas pour moi, Astrid. Si c'est mon destin, alors je partirai. J'ai déjà eu la chance de te rencontrer, de vivre des moments heureux, et ça, c'est une bénédiction. » Mon cœur se brisait de la voir ainsi, elle, qui avait toujours été si forte, si pleine de vie. En rentrant chez moi ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser à Vera, à tout ce qu'elle avait fait pour moi. Le lendemain, j'ai parlé à ma mère de l'état critique de Vera. Après un long moment de réflexion, je lui ai dit: « Maman, j'ai pris une décision. Je vais passer des examens pour voir si mon rein est compatible avec celui de Vera. Si c'est le cas, je veux lui offrir mon rein. Quand nous étions dans l'obscurité, elle a été notre lumière, maman. Maintenant, je veux être sa lumière. » Ma mère, les larmes aux yeux, m'a répondu doucement: « Astrid, je te comprends. Vera nous a sauvé la vie autrefois, et sans elle, nous serions peut-être mortes de faim. Je te soutiens dans cette décision. » Les jours suivants, j'ai passé les examens nécessaires pour déterminer si mon rein était compatible avec celui de Vera. Lorsque les résultats sont arrivés, c'était une bonne nouvelle. Mon rein était compatible. Mais avant d'aller plus loin, je devais en parler à mon mari. Je ne pouvais pas le laisser à l'écart de cette décision. Alors un soir, le cœur battant, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai expliqué mes intentions. Son visage s'est durci. Même s'il comprenait l'amitié qui me liait à Vera, il refusait d'accepter que je prenne un tel risque. « Tu ne peux pas faire ça, Astrid. Donner un rein, c'est trop. Je ne veux pas que tu mettes ta santé en danger. » Je lui ai répondu, la voix tremblante mais déterminée: « Chérie, je dois le faire pour sauver Vera. Si tu m'aimes vraiment, comprends-moi et laisse-moi faire ce geste. » Il a explosé. « C'est parce que je t'aime que je refuse que tu fasses ça. » Le cœur lourd, je lui ai répondu calmement: « Même si tu n'es pas d'accord, je vais le faire. Vera a tendu la main à ma mère et à moi quand nous étions dans le besoin. Elle nous a sauvé la vie, et maintenant, c'est mon tour de lui rendre ce qu'elle m'a offert. Si je ne fais pas ça, je ne vaudrais même pas une petite fille de 13 ans. » La soirée a été tendue, remplie de silence et de regards douloureux. Mais au final, mon mari, voyant ma détermination, a fini par accepter. Le lendemain, pleine de détermination, je suis allée voir Vera et lui ai annoncé ma décision. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, elle s'est effondrée en larmes, secouant la tête avec force. « Non, je ne peux pas accepter ça, Astrid, je refuse. » Mais avec douceur, je lui ai pris la main
et lui dit « Vera, ce que je te donne n'est rien en comparaison de tout ce que tu m'as donné dans le passé. Ma décision est prise, elle est mûrement réfléchie. S'il te plaît, laisse-moi t'aider, juste cette fois. » Elle m'a regardée bouleversée, des larmes coulant sur ses joues, et dans un murmure tremblant, elle m'a finalement remercié, le cœur plein de gratitude. L'opération a été un succès. Vera était sauvée, et moi aussi j'allais bien. C'était un soulagement pour nous deux. Depuis, chaque week-end sur 2, je lui rendais visite, et parfois, c'était elle qui venait passer du temps chez moi. Un jour, je lui ai présenté un cousin de mon mari, un homme divorcé, et peu à peu, ils se sont rapprochés. Finalement, ils ont décidé de se marier, et Vera a déménagé pour s'installer avec lui dans notre ville, ce qui nous a permis de nous revoir encore plus souvent, comme si le destin continuait de tisser nos vies ensemble, encore et encore. Aujourd'hui, Vera et moi partageons nos vies au quotidien, unis par le lien indéfectible de l'amitié et de la famille. En nous mariant dans la même famille, nous avons tissé un réseau d'amour et de soutien qui renforce chaque jour notre complicité. Notre parcours, parsemé d'épreuves et de luttes, nous a appris la valeur de la solidarité et de la bienveillance. Cette histoire nous rappelle que la vraie richesse réside dans les liens que nous construisons et que parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un être cher est de tendre la main quand tout semble perdu. Dans les moments les plus sombres, l'espoir et l'amour peuvent illuminer notre chemin, transformant des vies et renforçant les liens qui nous unissent.